TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Semaine de diplomatie parlementaire au Togo. Après les Autrichiens, ce sont des députés français qui sont à Lomé ce mercredi pour évoquer la coopération avec le Togo dans plusieurs domaines à découvrir dans ce journal. Le Togo veut s'arrimer aux standards internationaux en matière de procédure et de gestion des armes et munitions. Ceci pour une meilleure sécurité dans le pays et une évaluation de la base de gestion a débuté depuis hier. Des précisions à découvrir dans cette édition. Et puis ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida, une lutte qui semble reléguée au second plan face à la Covid-19. Qu'en est-il et quel est l'état des lieux? Eh bien, vous le suivrez dans ce journal avec l'invité du journal. Il s'agit de professeur Anoumou Dagnan. Il est le coordonnateur du PNLS, du Programme national de lutte contre le sida. Voilà donc pour les titres. Après le groupe parlementaire d'amitié Autriche-Togo hier, c'est l'amitié France-Togo qui est à l'honneur au Parlement ce mercredi. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigboni Tchegan, a reçu une délégation de parlementaires français. Il a été question de bonnes pratiques parlementaires des secteurs prioritaires de développement comme la santé, la sécurité, entre autres. Écoutons le chef de la délégation au micro de Marie-Reine Habitat. Nous sommes membres du groupe d'amitié France-Togo. Nous avons été chaleureusement accueillis depuis le début de la semaine et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer aux échanges et aux gages d'amitié que nous pouvons avoir vis-à-vis de ce beau pays. Les sujets que nous avons abordés sont des sujets, je dirais, de parlementaires, donc santé, sécurité, défense, toutes les thématiques sur lesquels nous travaillons. Nous sommes convenus de travailler ensemble pour échanger, pour progresser, pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse profiter du bien de l'autre Parlement. C'est un jour exceptionnel d'amitié et d'engagement pour la dynamique de nos deux pays. Et juste après, les parlementaires français étaient en séance de travail avec la commission de défense et de sécurité. Les sujets discutés ont porté sur la sécurité dans la sous-région, la santé et l'éducation. Et la délégation a ensuite rendu visite aux députés en plein travaux de commission des finances. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Le temps d'une visite, la commission des finances suspend ses travaux. L'hôte du moment, le groupe parlementaire d'amitié France-Togo. Merci de nous accueillir. Alors, nous sommes une petite délégation de notre groupe. Place ensuite à la séance de travail. Groupe parlementaire d'amitié France-Togo. Commission défense et sécurité. Deux entités, un objectif. Débattre des sujets d'intérêt commun. Nous venons de terminer d'échanger sur la thématique de la défense et de la sécurité. Cet après-midi, nous parlerons de la santé, de la jeunesse. Nous avons également échangé sur la parité, sur les femmes dans les assemblées nationales qui sont les deux nôtres. Voilà, tout un tas le fonctionnement également, comparé, le fonctionnement de ce que nous faisons, nous, à l'Assemblée nationale de France à la vôtre, pour voir quelles étaient les différences, quels étaient les points positifs peut-être et les attentes. Donc un vrai échange riche et prometteur. Les bases sont jetées, les premiers jalons posés à Lomé. Attendu désormais des résultats pour les deux parties. Et le groupe Amitié France-Togo a également eu une séance de travail avec la commission santé du Parlement togolais. Les sujets ont porté essentiellement sur la santé de la mère et de l'enfant et la prise en charge des enfants sans acte de naissance. Le Togo et la France s'inscrivent aussi dans la dynamique de renforcement des liens de coopération dans ces différents domaines. Et toujours au chapitre santé de cette édition, la rencontre hebdomadaire de la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 avec la presse. Ce mercredi, il a été question
de la baisse de cas positifs, de la campagne accélérée de vaccination en cours et surtout l'apparition du nouveau variant Omicron. Le compte rendu avec Ulrich Amega. 3 à 4 cas de contamination enregistrés par semaine. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Depuis un mois, 0 décès au compteur. Un soulagement pour les centres de prise en charge. Près de 30% de la population ont déjà eu leur première dose à la date du 28 novembre 2021. 15% ont reçu leur deux doses. Le taux de contamination a aussi chuté, des chiffres qui donnent de l'espoir. Un bémol tout de même. Nous devons rester toujours vigilants. Nous avons renforcé ces derniers jours, sur instruction du chef de l'État, la surveillance épidémiologique suivant l'évolution inquiétante de la situation sur le plan international. Nous sommes au mois de décembre. Pour cela, nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le même piège où à chaque fête ou à chaque retour de nos compatriotes des pays à risque, les cas augmentent chez nous. Une troisième dose ou un rappel a été annoncé en fin de semaine dernière par le Conseil des ministres pour les personnes de plus de 40 ans. Et le démarrage effectif dans la population sera précisé avec certaines modalités par un communiqué. Il y a eu un renforcement aussi de la campagne vaccinale cette semaine, ce qui nous a permis d'accélérer la vaccination. En somme, en une semaine, nous avons pu vacciner 300 000 personnes. Et si nous tenons ce rythme, peut-être que d'ici 2 mois, nous arriverons à cette immunité collective et nous pourrons reprendre vraiment et complètement les activités. La vaccination, l'arme unique. Depuis le 26 novembre dernier, Omicron, un nouveau variant, a fait son apparition en Afrique du Sud. Même si les études continuent sur sa transmission, le gouvernement togolais, lui, reste sur le qui-vive. Nous avons pris certaines mesures sur ce variant. Pour les personnes en provenance des pays à risque, notamment l'Afrique du Sud, ces personnes seront mises en quarantaine 112 heures, contrôle du test PCR après 112 heures, confirmer la négativité avant que la personne ne sorte des quarantaines. Le Togo est le premier pays africain dont le certificat vaccinal est reconnu par l'Union européenne. La coordination encourage les voyageurs à télécharger la nouvelle version, un atout pour faciliter leur déplacement. Et à ce jour du mercredi 1er décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit au Togo. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 273. 8 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 915. Le nombre de cas actifs s'élève à 115 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et la pandémie à Covid-19, je vous le disais en titre, a fait presque oublier une autre, celle du VIH-Sida. La maladie existe toujours et ce 1er décembre, il est question de nous en rappeler. Le VIH-Sida presque oublié, c'est un dossier signé Marie-Reine Abeta et Christine Pechikalode. Au marché, à l'église, dans les services ou encore dans les rues, difficile de passer inaperçu. Le cache-nez est bien présent dans les visages, le Covid-19 dans les esprits. La pandémie a presque fait oublier d'autres maladies, le sida en l'occurrence. De nos jours, affaire de coronavirus, on n'a plus peur du sida, mais on a plus peur du coronavirus. À l'esprit, le test PCR, à l'inverse, on en vient à oublier le dépistage du VIH-Sida. Au début, quand on parle de sida, les gens peur de ça. Mais maintenant, je crois que les gens ne peur pas de ça. Mais le sida aussi, c'est très important de faire le test. Moi, je peur de corona, je peur de sida. Mais le sida aussi, je peur de ça, plus que le corona même. Au Togo, plus de 80 000 personnes souffrent encore des affres du VIH. Des malades suivis au programme national de lutte contre le VIH-Sida. À partir d'un cas séropositif que nous connaissons déjà,
on regarde autour de cette personne-là pour pouvoir dépister tous ses partenaires sexuels. Deuxièmement, on essaie de voir la descendance biologique de la personne séropositive que nous connaissons. Donc, on essaie de voir tous ces enfants, on va les dépister également. En troisième lieu, il y a des partenaires de pratiques à risque. L'exemple des groupes qui se retrouvent parfois et qui s'injectent des substances psychoactives avec la même seringue. Ça permet vraiment de dépister des cas qui sont en contact. Une autre stratégie, c'est le dépistage communautaire. On ne fait plus un dépistage de masse, mais on essaie de localiser les groupes au sein desquels il y a vraiment des risques. Au-delà du suivi, toute une stratégie de lutte anti-sida est opérationnelle. Les objectifs clairs. L'accessibilité aux médicaments antirétroviraux a permis d'améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH ou au mieux la survie des personnes vivant avec le VIH. Les estimations récentes montrent que la tendance est à la baisse avec une prévalence avoisinant 2% en 2020. Le défi pour nous par rapport au traitement antirétroviral, c'est d'abord le dépistage, parce qu'il faut connaître son statut avant d'être mis sous traitement antirétroviral. Au jour du 1er décembre, le sida est rappelé à la conscience collective. Le Covid-19, avec ses nouveaux variants, occupe bien sûr les esprits, mais attention, le VIH-Sida existe toujours. Oui, Christine Pétier-Alaudet, le VIH-Sida existe toujours. Et quel est l'état des lieux, justement? Nous sommes sur ce plateau avec professeur Anou Dayan. Donc, je vous le disais, il est le coordonnateur du PNLS, du Programme national de lutte contre le sida. Et nous allons découvrir ensemble, justement, cet état des lieux. Alors, professeur, bonsoir. Bonsoir Anita, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu justement à notre invitation. Alors, professeur, dites-nous, le sida existe-t-il toujours? Merci. Aucun pays au monde n'a encore éliminé le VIH-Sida. Et donc, le sida existe toujours, même si on connaît beaucoup d'avancées dans la prise en charge et dans la qualité de vie des personnes vivant avec cette maladie. Le sida existe toujours, mais il y a des progrès qui ont été réalisés. D'accord. Et professeur, quel est le taux de prévalence aujourd'hui? Alors, si on prend le Togo qui nous intéresse, le taux de prévalence est estimé à peu près à 2% de la population générale, pour la simple raison que depuis plusieurs années, les gens ne meurent plus du VIH-Sida. Okay. Et donc, l'élément important qu'il faut considérer, c'est les nouvelles infections. Et sur les nouvelles infections, on a noté des progrès importants où on a diminué de plus de 30% les nouvelles infections d'année en année. Et donc, le taux peut paraître un peu élevé, mais c'est dû au fait que ceux qui sont infectés aujourd'hui vivent très longtemps, passent leur vie comme tout le monde, et donc restent en vie. Et donc, ce qu'il faut considérer dans la population, c'est la baisse des nouvelles infections que nous observons. D'accord. Alors, disons que, professeur, cette réponse peut-être ne va pas m'empêcher quand même de vous poser cette autre. On a tendance à croire que peut-être la Covid-19 aurait pu faire augmenter ce taux de prévalence. Quand je dis cela, c'est parce qu'avec la Covid, au tout début, on a connu ces périodes de quarantaine, de confinement. Alors, bon, confinement, peut-être que les gens se sont adonnés un peu plus. Parce qu'avec la Covid, on nous disait que la Covid n'était pas sexuellement transmissible. Donc, du coup, voilà, on pouvait s'adonner aux activités sexuelles. Alors, est-ce que la Covid a pu jouer quand même sur le taux de prévalence? On n'a pas réalisé des études pour évaluer l'impact de la Covid sur la transmission du VIH. Peut-être que ce sont des études qui vont venir plus tard, mais on sait que Covid a eu un impact sur l'organisation de la prise en charge de l'infection à VIH. Vous parlez tout à l'heure des mesures restrictives. S'il y a des bouclages, et donc les gens ne peuvent pas se déplacer pour pouvoir chercher par exemple leurs médicaments. Entre-temps, au tout début de l'infection, tout le monde avait peur. Donc les gens n'arrivaient plus à venir à l'hôpital pour venir chercher les médicaments. Sans oublier qu'il y avait eu la fermeture des bars, des restaurants, des discothèques. Ce sont des lieux où les gens peuvent se rencontrer et nous, on utilisait ces lieux pour faire des campagnes de sensibilisation
sur les groupes qui nous intéressaient. Et donc, Covid a eu des impacts, on ne le nie pas du tout, mais nous avons mis en place des mesures alternatives pour pouvoir toucher quand même nos patients. L'une des mesures fondamentales au moment où on était au summum de Covid dans notre pays, nous avons mis en place ce qu'on appelle la distribution multi-mois des ARV, où on donnait des médicaments pour 3 à 6 mois à des patients qui sont stables pour qu'ils ne viennent pas régulièrement à l'hôpital pour aussi leur faciliter la vie tout court. Et donc on a mis en place un certain nombre de mesures pour faciliter, pour continuer la lutte et faciliter la vie de nos VIH. Et donc pour l'instant des études claires n'ont pas démontré, ne sont pas encore réalisées et on verra plus tard parce que Covid de toute façon c'est pas encore fini. Et moi je peux dire que Covid, en termes de prise en charge, en termes d'équipement, nous avons beaucoup appris et nous utilisons tous ces éléments-là pour améliorer la lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. D'accord. Alors, professeur, vous parlez de ces personnes qui vivent mieux avec le VIH-Sida aujourd'hui. Mais qui sont ces personnes qui vivent avec la maladie, justement, ces personnes VIH-Sida aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus de femmes que d'hommes? Il y en a plus de jeunes que de moins jeunes? Alors, qui fait la maladie aujourd'hui? Dans notre pays, nous avons aujourd'hui dépisté et mis sous traitement plus de 80 000 personnes. Vous voyez que c'est beaucoup. Il y a des enfants nés de mères séropositives, il y a des adultes jeunes, il y a des personnes d'un certain âge. Donc c'est un peu de tout. Mais des études que nous avons réalisées dans notre pays ont montré qu'il y a quand même des zones ou des poches où l'infection est le plus concentrée. Ces poches, c'est quoi? Ce sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Ce sont les professionnels de sexe, ce sont les utilisateurs de drogue et ce sont les prisonniers. On rencontre dans ces populations que nous appelons des populations cibles, voilà, un taux de contamination plus élevé. Et donc c'est logiquement envers ces populations cibles que nous dirigeons, nous adressons un peu plus nos activités de prévention. Alors, professeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, mais 40 ans après le premier cas détecté dans le monde, où en est la lutte contre le VIH-Sida au Togo? La lutte a beaucoup progressé dans le monde entier et au Togo aussi. C'est vrai que j'ai suivi un peu le reportage. C'est vrai qu'on ne fait plus des sensibilisations ou des stratégies comme on en faisait dans les années 90. Les choses ont changé. Aujourd'hui, nos cibles, si nous prenons les jeunes qui constituent nos cibles, sont sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ces réseaux sociaux qu'il faut aller les chercher. Donc nous menons beaucoup de campagnes avec la digitalisation que d'aller par exemple gongonner, faire des caravanes. C'est dépassé ça. Il y a d'autres stratégies que nous appelons des nouvelles stratégies de dépistage où on va aller chercher un peu là où on peut trouver les gens positifs. Parce qu'on sait aujourd'hui que pour mettre fin à l'épidémie, il faut mettre sous ARV tous ceux qui sont malades. Donc il faut les trouver et donc nous avons aujourd'hui des stratégies qui nous permettent de ne plus faire des dépistages pour dépistage. Si on prend l'organisation des journées mondiales, avant on organisait des campagnes de dépistage où vous allez dépister 40 000 personnes pour trouver 2. C'est ceux qui se sentent vraiment négatifs qui se présentent pour aller faire leur test. Mais donc ça ne sert pas, c'est de l'énergie qu'on gaspille, c'est des tests qui sont gaspillés et donc on oriente la stratégie autrement. Alors d'autres avancées, c'est le traitement aujourd'hui. Aujourd'hui, le traitement du VIH est très simple, simplifié, c'est 1 comprimé par jour. Le VIH est devenu aujourd'hui ce que nous appelons une maladie chronique, comme toutes les autres maladies. Un diabétique peut prendre 3, 4, 5 comprimés par jour. Un hypertendu, 4, 5, 6 comprimés par jour. Il y a des gens que moi je connais qui sont à plus de 10 comprimés le matin par jour. Si c'est uniquement le VIH, le traitement est devenu très simple. C'est 1 seul comprimé par jour et vous vaquez à vos activités. Vous faites toutes vos activités comme tout le monde. Et donc, il y a eu beaucoup d'avancées dans la prise en charge et surtout dans la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH. Alors, professeur, aujourd'hui, avec la COVID-19, on l'a tous compris, on a tendance à oublier le VIH et SIDA. Alors, que dire aux populations aujourd'hui, peut-être pour leur rappeler que le SIDA existe et il faut justement s'en prévenir? Oui, c'est une impression qu'on a oubliée. Sinon, aussi bien l'État, sur le terrain, aussi bien l'État que les partenaires, que les ONG qui sont impliqués dans la lutte contre le VIH, tout ce monde-là continue par mener les activités normalement pour la lutte contre le VIH. Nous, on n'a pas baissé les bras du tout. On est bien impliqué dans la lutte, on continue et le Togo a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de résultats importants sur le VIH. Ceci dit, le VIH existe toujours et nous ne devons pas l'oublier. Il faut savoir que le VIH se transmet au cours des relations sexuelles. C'est la voie principale de transmission. Et pour éviter cette transmission, il faut porter le préservatif. Le préservatif reste un moyen sûr de prévention contre la transmission du VIH. Si on est encore jeune, il faut retarder les premières relations sexuelles. On a toute la vie pour ça. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est tout ce qui est objet souillé de sang. Quand on va chez la coiffeuse, quand on utilise des tondeuses pour se coiffer, va chez le coiffeur, la transfusion sanguine, c'est déjà réglé. Le dépistage se fait d'une... Donc, utilisons des objets à usage unique. Les seringues, c'est déjà réglé. Quand vous êtes dans un hôpital maintenant, les seringues sont à usage unique. Donc, ayons nos trousses quand nous allons faire des activités qui nécessitent à ce qu'on utilise des objets coupants. La troisième voie, c'est la transmission mère-enfant du VIH. J'invite toutes les femmes enceintes à consulter très tôt dans les formations sanitaires pour qu'on puisse leur offrir le dépistage du VIH qui est gratuit. Et donc, si elles sont négatives, c'est bien, on suit leur grossesse. S'il y en a de positifs, on met en place une stratégie pour éviter la contamination du bébé qu'elles portent dans leur ventre. Merci beaucoup, professeur Anoumou Daïran, donc pour tous ces rappels. C'est moi qui vous remercie. Justement, en cette journée mondiale de lutte contre le sida, je rappelle donc que le professeur Anoumou Daïran est le coordonnateur du PNLS, du Programme national de lutte contre le sida. Et parlons toujours de cette lutte quelque peu en berne, en République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec le VIH-sida sont désespérées. Elles ne reçoivent plus de traitement et pour cause de la Covid. Odette et son époux, Jean-Luc Kopema, 60 ans, sont séropositifs, mais grâce aux médicaments antirétroviraux, le couple pouvait mener une vie saine et normale à Goma, en RDC. Mais la lutte contre le coronavirus semble avoir relégué au second plan la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans leur pays. Nous avions des rations alimentaires. Ça n'existe plus pour le moment, c'est du passé tout ça. Et la prise en charge médicale aussi, le financement dans les secteurs VIH, tout cela n'existe plus. Les coronavirus ou bien l'Ebola peuvent éclipser le VIH. Ce n'est pas possible. Alors, je demande à ce que, quand même, les fonds alloués au secteur VIH soient vraiment conséquents. Sinon, les gens mourront. Le taux de prévalence du VIH-Sida en RDC est de 0,7% parmi les personnes âgées de 15 à 49 ans. Le programme de lutte contre la pathologie tente de rassurer. En termes d'approvisionnement, nous dépendons plus de l'extérieur. Nous devons mener un plaidoyer pour que nous n'ayons pas de rupture en termes d'approvisionnement en intra. Et également, comme le financement, avec l'arrivée de Covid et Ebola, le financement est en baisse. Donc ici, nous devons continuer le plaidoyer auprès des partenaires pour qu'ils augmentent le financement et qu'ils n'abandonnent pas le VIH. Selon l'ONU-SIDA, en 2019, 4,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique occidentale et centrale. Ce 1er décembre, l'humanité commémore la journée consacrée à la lutte contre la pathologie.
Et retour en page nationale avec cette autre actualité. Le Togo procède depuis hier à une évaluation de la base de gestion des armes et des munitions au niveau national. Le pays veut se conformer à une recommandation de la CEDEAO qui a adopté en 2020 un plan d'action de 5 ans pour la gestion des armes et des munitions dans l'espace ouest africain. Et la démarche vise à arrimer le Togo aux standards internationaux en matière de procédure et de gestion de ces armes dans une perspective de sécurité et de maintien de la paix. Le compte rendu avec Chazanam Baga. Évaluation de base de la gestion des armes dites conventionnelles et des munitions au niveau national. Le Togo veut se conformer à une recommandation de la CEDEAO qui fait de la gestion des armes et des munitions dans l'espace ouest africain un levier pour garantir la paix et la sécurité. Il est vrai que les armes transitent illégalement au travers de nos frontières, mais il est aussi très important de mettre l'accent sur comment est-ce que les armes sont gérées et notamment comment est-ce qu'elles sont stockées. Donc nous sommes ici au Togo pour nous engager concrètement avec les parties prenantes pour voir où sont les lacunes. Pour cet exercice, le Togo a fait appel aux experts de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR. Pendant 5 jours, ils vont faire la cartographie des institutions nationales dédiées à la gestion des armes et des munitions, notamment leur cycle de vie. L'évaluation de base est un exercice de point de référence qui permet d'établir les capacités, les pratiques, de l'évaluer les procédures, les systèmes en place au niveau national sur la gestion des armes et munitions, conformément aux standards internationaux en la matière. Et cet exercice-là va nous permettre d'avoir un point de référence, mais plus important, des recommandations pour une feuille de route pour le Togo. Donc à partir de là, la Commission nationale de lutte contre les armes légères, qui est un service rattaché à la présidence de la République du Togo, va déterminer un plan d'action national avec la participation de l'ensemble des parties prenantes. Le Togo est le 8e pays de la CEDEAO à procéder à l'évaluation de base de la gestion des armes et des munitions au niveau national. L'ambition est de faire l'exercice dans l'ensemble des 15 États de cette organisation régionale d'ici à l'horizon 2025. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de réparation, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCROUN organise du lundi 6 au samedi 18 décembre 2021 une session d'indemnisation à l'intention des victimes de la région des Savanes. Ces opérations d'indemnisation se dérouleront selon le programme ci-après. Du lundi 6 au samedi 11 décembre, au centre Robert Cornevin de la mairie de Dapaon pour les victimes des préfectures de Saint-Cassé, Penjal Ouest et Tone. Et au centre communautaire de Tandjouari pour les victimes de la préfecture de Tandjouari. Du lundi 13 au samedi 18 décembre 2021, à la maison des jeunes de Mango et à la mairie de Loti 2 à Barkwasi pour les victimes de Loti et de Loti Sud. Les autres informations concernant ces opérations d'indemnisation dans la région des Savanes sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Toute personne née doit appartenir à un État et pouvoir donc jouir de ses droits. Mais ils sont plus de 12 millions de personnes apatrides, d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Et le Togo s'allie justement au HCR pour mettre fin à ce phénomène. Et ce pas de la République togolaise est félicité. Sandra Ziagbe pour des précisions. L'adhésion du Togo à la Convention sur l'apatridie célébrée autour d'un cocktail. Cette volonté du gouvernement vise à participer à cette lutte pour réduire et construire avec les organismes engagés un monde sans apatrides. En 2004, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé une campagne dénommée J'existe et que cette campagne a pour objectif d'éradiquer le phénomène que nous appelons apatridie d'ici l'horizon 2024. Et il y a eu un plan d'action. Une des actions dans ce plan d'action, c'est l'adhésion des pays à ces conventions. Et en juillet dernier, le Togo a adhéré simultanément à ces 2 conventions. Au Togo, le gouvernement s'est levé plus tôt pour dire non à l'apatridie sur son territoire.
Et depuis, plusieurs actions sont mises en place pour relever le défi. Le gouvernement a pris la décision tendant à la gratuité des établissements des actes de naissance. Ça doit pouvoir constituer un motif très important pour que les gens prennent conscience de la nécessité d'avoir une identité. Pour le représentant du PNUD Togo, un accent doit être mis sur l'enregistrement des naissances, le vrai nœud du problème de ce phénomène. Et voilà, donc ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Et rappelez-vous que malgré la Covid-19, le sida existe bel et bien et il faut toujours s'en prévenir. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.